Nous sommes sur une histoire. Je vais vous raconter une histoire d'un personnage hyper problématique. Sean Combs, Puff Daddy, P. Diddy ou encore Diddy. L'histoire d'un gars prêt à tout, autant de noms que de déviance. L'homme aux 1000 litres de notions pour bébé. Un reportage de podcast anodin sur Twitch. Donc la naissance de ce petit garçon, garçon difficile là, il est né le 4 novembre 1969 à Harlem, à New York. C'est une personne voilà qui a commencé assez mal sa vie. Oh mais frère, c'est quoi ce truc? Je peux même pas changer le son. C'est chaotique. Parce que son padré, le pauvre, il décède à la suite d'un trafic de Drodro qui aurait mal tourné. Voilà, il va faire une petite transaction et puis le papa voilà, finit dans une fusillade et décède en 1972. Il est né en 69, 72, on est d'accord, il a 6 ans quand ça arrive. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Enfance classique, sa mère enseignante, et ça aide beaucoup, je pense, pour les jeunes d'avoir une mère qui est enseignante, donc qui connaît un petit peu les bases de l'éducation et tout. Donc elle le prend, elle se dit, bon, ok, j'étais à Harlem parce que voilà, le daron, il ramenait de l'oseille, mais c'était de l'oseille un peu sale. Maintenant, je dois partir. Donc elle décide de bouger et ils vont dans une autre ville qui s'appelle Baltimore, je crois, pour s'installer, voilà, pour faire une petite éducation, un deal de drone, exactement, pour faire une petite éducation chill à son fils, quoi. Vous voulez voir ça? Non, tu dégages! Aïe. Sinon, je t'en colle une! Jamais vu un mec comme toi! T'es une merde! Non, calme-toi, calme-toi. T'es une merde! Tu restes dans le jardin et tu bouges plus! Sinon, c'est moi qui fais ta fête, connard! Otavio! Ok, donc comme vous avez pu le voir, c'était très fort, hein. Il trouve un poste parce qu'en fait, ce petit garçon là qui est allé à Baltimore, il a fait ses petits pas, ses petits trucs dans l'ambiance de fête. Ou dans son lycée, il était un petit peu connu pour être le gars qui organisait des soirées, donc qui faisait des petits moments festifs chez lui et chez des amis, il faisait payer l'entrée. Et il s'est très vite imposé comme, entre guillemets, le gars cool qui faisait des soirées. Donc il a rencontré pas mal de personnes assez mal intentionnées. Des personnes qui tournaient autour de la drogue, des personnes qui tournaient autour du sexe. Donc des gens qui étaient un petit peu... c'est quoi le rapport avec P. Diddy? Parce qu'il est stagiaire, voilà, c'est le pire stagiaire. Putain mais les gars, j'essaie de faire des blagues avec mon humour de merde. Et bref, du coup, on sait pas comment. Mais on a des petites idées. Mais voilà, il rejoint vraiment un poste à Uptown Records, qui est genre comment on dit, une maison de disques qui figure parmi les plus grandes aux États-Unis à ce moment-là. Et là, il vient en mode stagiaire là-dedans, on ne sait pas comment, et il gravit un petit peu vite les échelons, grâce notamment à 2 découvertes qu'il fait lui-même dans ce label-là. Et on a... Ouah, c'est fort de fou. Ok, donc on a du coup Mary J. Blige, donc grande chanteuse de R&B, qu'il découvre, et Joe Decci aussi. Je connaissais pas. Regardez les titres qui arrivent là. Ok, voilà. Donc on a un petit peu le topo, on a comme ça un Sean Combs, on a un Puff Daddy qui arrive un petit peu dans l'univers musical, et là, il rentre dans un monde qui est hyper compétitif, où les gens n'hésitent pas à se tirer un petit peu dessus.
à faire des dingueries pour percer, pour être vraiment la personne qu'il faut voir dans ce truc-là, tu vois. On a Sean Combs à droite, André Farrell à gauche, et au milieu, on a ce petit gars-là qui a une importance capitale dans son récit et dans sa vie, aux deux personnes qui sont au-dessus d'ailleurs. C'est Clive Davis. C'est le PDG, le CEO de Columbia Records. Voilà, c'est un mec qui est hyper influent. Et pour le coup, c'est là qu'on commence un petit peu à entrer dans la partie un peu bresson de sa vie. La partie qui va le faire passer dans une ambiance catastrophique de vie et de schéma professionnel et amical. Où en fait, on a comment on dit ? On a une histoire professionnelle qui s'est construite avec des bases très très dangereuses. Où à la base, Clive Davis, donc ce gars-là qui est très, très peu aimé dans le monde de l'industrie musicale aux États-Unis, qui a un petit peu pris sous son aile André Farrell à la base, contre des faveurs un petit peu bizarres où ils avaient une relation intime très très chelou. Donc Clive Davis et André Farrell, voilà, ils ont eu un peu ce côté-là où ils sont passés sous le bureau, quoi. Donc clairement, ça a été une période très compliquée pour André Farrell. Et lui ensuite l'a refait sur Sean Combs, donc sur P. Diddy, où il a répété un petit peu ce qu'il avait vécu avec Clive Davis. Et donc ils se sont retrouvés comme ça en fait à un petit peu faire ce qu'ils avaient vécu par rapport à la personne au-dessus d'eux, tu vois. Donc Clive Davis qui l'a fait à André Farrell qui l'a fait à P. Diddy, et P. Diddy après qui l'a fait à des milliers de personnes après lui, tu vois. Donc André Farrell commence à se dire, le petit là, il prend un peu beaucoup de place, je trouve, Sean Combs. Franchement, il est un peu relou, il sait un peu trop de trucs sur moi, il va peut-être balancer ce que j'ai fait et tout. Donc il décide de... T'es viré. Voilà. Quelle animation de fou, frérot, quelle animation de malade. Coucou Xylode. Donc vous avez compris, Puff Daddy a été licencié de Uptown Records, donc la maison de disques qui avait fait de lui la personne qu'il était, parce que du coup on n'en parle pas assez. Mais sans ça, Puff Daddy, il serait resté dans sa vie de jeune, à organiser des soirées peut-être dans sa ville, avoir une petite notoriété de base vraiment locale. Mais voilà, il a fait des choses que peu de monde ferait parce que par rapport à des valeurs qu'on a tous, et c'est tant mieux. Vraiment, c'est exceptionnel d'avoir des valeurs comme ça, les gars. Restez comme ça. Et du coup, il a fondé directement, en quittant Uptown Records, le gars, il se fait virer et il a de l'oseille et de l'influence pour faire Bad Boy Records. Mais pourquoi, selon vous? Pourquoi ce gars-là, qu'est-ce qu'il a maintenant qui fait que de se faire virer d'une des plus grosses entreprises de maisons de disques aux États-Unis, comment il fait pour arriver là et fonder un label comme ça en 2 secondes? Et bien en fait, le filou, il avait fricoté aussi avec Clive Davis, donc le mentor d'André Farrell. Qui était son mentor? Je ne sais pas si vous suivez toujours l'image d'avant. Où la personne, c'est un fake en tout cas. J'espère que c'est fake. Ah alors non, c'est pas fake du tout. La personne du coup a, comment on dit, fricoté avec le mentor de son mentor, qui lui a dit, bah écoute, tu vas te faire virer mon ref, mais t'inquiète, je vais te financer à fond un nouveau label, Bad Boy Records, et en plus, coucou, ça fait 20 minutes que je suis avec vous sans intervenir, et je voulais te dire que heureusement que j'aime bien ta voix. Bon ok, c'est quand même intéressant, je ne connaissais pas vraiment le personnage, donc c'est très intéressant, merci. Bah avec plaisir. Écoute, ah oui, moi pas toi, comment ça va? Oh Laura, t'arrives au pire moment, on a fini l'exposé.
Du coup, on disait donc que donc Puff Daddy a réussi à fonder un label comme ça, sorti de nulle part, avec l'oseille de Clive Davis, un gars qui est chez Columbia Pictures, qui fricotait un petit peu avec lui de façon un petit peu plus intime. Et voilà. Mais c'est pas tout. Ce gars-là, qui sort de Uptown Records et qui monte son label Bad Boy, il se dit, je regarderai le replay. Ça va, t'as manqué 3-4 minutes sur la naissance, la genèse du personnage. Mais on parle de Puff Daddy. Donc ce gars-là, là, qui sort de nulle part et qui se dit, vas-y, je peux faire un label, je me fais financer par un gars qui est hyper influent, mais j'ai pas d'artiste. Attends, j'ai pas d'artiste? Mais si, parce que il ne part pas les mains vides, le petit. Il part avec le mec, ou le deuxième mec, le plus influent du rap américain. Il le sait peut-être pas à ce moment-là, mais il part avec un gars qu'il allait justement signer chez Uptown Records. Il annule le contrat et il le prend avec lui chez Bad Boy. Et ça, c'est un coup de maître. Parce que vraiment, pour le coup, il aurait pu juste être signé à Uptown Records et avoir... Enfin, il le savait pas, hein, mais c'est la révolution du rap aux États-Unis avec Tupac. J'adore cette musique en plus. Il y a un très beau film Notorious Big. Faut pas vraiment écouter vraiment tout ce qui est dit dedans, mais pour l'histoire de Biggie, c'est un bel hommage. Donc là, faut s'imaginer. Bon, la pause, le pauvre, on le met pas en valeur. Faut s'imaginer que le gars, il part. Voilà. Imaginez-vous. Biggie, c'est pas une sauce aussi? Non, il n'y a pas eu de sauce de... Ah, la sauce Biggie. Oh non. Je me suis fait avoir en plus. Faut s'imaginer, là, t'es un gars comme ça qui a fait tes armes dans un des plus gros labels de musique. Déjà, comment t'es arrivé là, mon ref? Là, il se fait virer. On pourrait se dire, bah ok, c'est bon, sa carrière est finie. Il est en froid avec l'un des gars les plus influents. Mais non! Il se fait financer un label. Il part de ce label. Il se fait financer un nouveau label. Il part avec un artiste jeune. Parce que quand il le signe, je crois qu'il est même pas majeur. Hein. Vraiment, il a 16 ans, tu vois. Et donc, il signe ce gars-là. Il signe Notorious Big. Il le savait pas. Hein. Mais c'est un raz-de-marée sur les États-Unis. Vraiment, c'est dinguerie sur dinguerie. C'est hit sur hit. Notorious Big, il déchire tout. Et donc, Bad Boy Records, qui était un label qui a été fondé, je sais plus en quelle année, mais genre en 2004. En 2005, c'est l'un des labels les plus influents des États-Unis avec un artiste. Donc il faut se dire que là, vraiment, il a une histoire de fou où il commence vraiment à prendre de la place aux États-Unis. Il essaye même de se faire prendre Notorious par d'autres labels. Bon, il reste assez fidèle là-dessus, Notorious Big, mais on va voir par la suite que ça s'est pas du tout passé comme ça. Et là, donc du coup, on connaît l'histoire. Il y a un bif légendaire qui se crée avec, à la base, une amitié entre Monsieur Tupac Shakur et Monsieur Notorious Big, Christopher Wallace. C'est le clash originel du rap américain, West Coast, East Coast, West Side, East Side, où ça tire à balles réelles. Et c'est peu de le dire parce que le 13 septembre 1996, premier gros drama dans la vie pardon. Dans la vie de... J'essaie de tout faire, c'est trop compliqué, la régie et tout. Dans la vie de Puff Daddy. Très triste. 13 septembre 1996. Tupac Shakur décède à Las Vegas d'un tireur. Et de suite, les premières accusations, les premières rumeurs se tournent vers Puff Daddy. Et Suge Knight, donc le gars qui est à côté de lui, c'est son producteur, c'est Death Row Records. Donc c'est vraiment le gars de la West Side, c'est celui qui a les artistes les plus influents, Dr. Dre et tout à l'époque. Donc on voit vraiment le potentiel qu'avait ce beef, donc qu'avait ce clash à l'époque, où on a donc Suge Knight et Puff Daddy. Les deux, ils ont des caractères hyper similaires dans la façon de gérer des artistes,
dans la façon de générer de l'argent aussi, dans les valeurs aussi, parce qu'ils n'ont pas du tout des valeurs de bien-être de l'artiste, ou au contraire, ils vont se dire, nous on veut de l'oseille. Qu'est-ce qui fait de l'oseille? Là en ce moment, leur clash, il fait un oseille de fou. Et qu'est-ce qui fera encore plus d'oseille? Parce que là, on a deux artistes qui à la base s'aimaient bien. Ils commencent à s'embrouiller entre eux, donc on se dit, bon, ça génère de l'oseille. Mais à la base, ils étaient quand même amis, les deux, donc ça générait pas suffisamment d'oseille à leurs yeux. Du coup, décision radicale, parce que peut-être que les deux étaient justement sur une envie d'émancipation. Parce que comme l'a dit Xylode, Tupac c'était le roi, Biggie c'était le roi, chacun dans son côté des États-Unis. Et les deux, logiquement, avaient peut-être envie de passer à un peu plus d'indépendance et d'autonomie, comme le font un petit peu aussi tous les gens qui réussissent un petit peu dans leur domaine. À un moment, ils se disent, vas-y, c'est bon, il m'a aidé, maintenant je cartonne de ouf, mais je gagne quand même que 10-15% de mes vrais revenus. Donc je vais partir et voilà, je fais les choses bien et je clôture mon contrat, tu vois. Mais malheureusement, quand tu as des managers aussi véreux que Suge Knight et Puff Daddy, tu ne pars pas comme ça. Donc c'est pour ça que Puff Daddy, c'est son premier, entre guillemets, coup de petit bâtard. C'est qu'on voilà, on imagine que Puff Daddy est Well, in fact, you know, there impliqué was là-dedans. the rumor Donc là, il y a une that interview. after Pac got killed, You speak English? Puffy gave Zip $1 million. Donc là, c'est ce qu'ils disent. Apparemment, quand Tupac a été tué, un gars du nom de Zip, donc c'est un mec qui est impliqué dans pas mal de meurtres et tout, de meurtres payés, a été coucou HP YP Chou, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne. Que voilà, il y a eu une enveloppe d'1 million qui a été distribuée à un gars qui est connu pour être un tueur à gages. Donc, qui est donné par Puff Daddy. Donc voilà son premier vrai. On sait qu'il a tué Tupac. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà son premier, un petit peu sa première rumeur qui va lui coller au cul toute sa vie. Puff Daddy a été. Oh, mais grave intéressant, merci beaucoup. Puff Daddy a été en gros impliqué sans être condamné dans la mort de Tupac. Voilà, parce que juste après ça, en fait, Tupac. C'était une dinguerie du rap. Il avait peut-être un petit peu le pris dessus sur le clash avec Biggie. Et il fallait pas perdre tout son oseille et il fallait pas, tu vois, se faire dépasser sur les ventes. Donc malheureusement, et avec ce qu'on apprend maintenant sur Puff Daddy, pour moi c'est grave possible que ce soit une personne qui... Enfin que ce soit P. Diddy qui ait fait ça. Du coup, deuxième drame. Le 9 mars 1997, à 24 ans, le jeune Christopher Wallace est tué dans sa voiture également. Je peux pas baisser la musique, désolé. Donc voilà, malheureusement, encore une fois, l'industrie musicale a commis l'irréparable et du coup l'industrie musicale a enlevé aux auditeurs, aux fans, aux personnes qui écoutaient le deuxième plus gros rappeur, je parle pas de poids, des États-Unis. Les deux, ils avaient un talent indéniable, les deux, ils étaient incroyables, la musique est incroyable. C'est vrai que cette musique, elle est... Le flow, la façon de rapper, les instrus. Bref, voilà, malheureusement, notre cher Biggie est aussi mort dans des conditions assez floues. Où vous allez le voir en fait. J'ai envie d'écouter du Biggie. J'espère, c'était le but. Vous allez voir juste après, c'est la mère de Biggie qui parle. Essayez de lire les sous-titres, ils vont hyper vite. Je vous en prie, c'est maintenant. Donc ça, c'est la mère de Biggie ici. You know, some of some of his associates, I still want to strangle them. Big used to always clown him.
Biggie's mother, Valletta Wallace, has revealed her son's true feelings towards Diddy, and they are not good. During an interview with The Breakfast Club, Valletta revealed that she always felt like strangling Biggie's associates. You know, some of some of his associates, I still want to strangle them. To add on to this, Diddy's former bodyguard, Gene Deal, also talked about how much Biggie hated Diddy. In a recent interview, Gene said that Biggie and Diddy weren't as close as Diddy portrays, and that Biggie was aware that Diddy was robbing him. That close because Big used to always clown him. You understand? You know, but Big needed him just as much as he needed Big. And I think that it was basically just a business type situation, but they were cool. But Puff had robbed Big and Big was robbing Puff. Gene also revealed that Biggie was planning on getting his publishing rights back from Diddy. Puff was robbing him and had robbed him out of his publishing and his marketing. Puff seen how Big learned how to put his publishing in other people's name to stop him from getting the money that he was owed. But Big had to play the game because Big wanted to get his publishing back and his marketing that he had sold out to Puff. Gene also claimed that the late rapper had made moves to leave Bad Boy for a lucrative deal worth more than $60 million. Voilà, donc vous avez un petit peu compris la situation. Là, c'est une situation qui est expliquée à l'opposé de ce qu'on s'imaginait, nous, auditeurs et tout, et personnes extérieures à la vie de Puff Daddy et de Notorious Big, où on se disait, avec le film en plus qui est sorti sur la vie de Notorious Big, on se disait, mais en fait, c'est les meilleurs amis du monde, ils ont toujours été ensemble. Ils sont là l'un pour l'autre, ils sont dans un écosystème où c'est safe l'un pour l'autre et tout. Et en fait, pas du tout. T'aurais pu faire le doublage. Ouais, c'est vrai que j'ai hésité. Bon, je vous laisse. Merci beaucoup, Tekeo. Bonne journée de taf et à bientôt, Tekeo. Merci beaucoup. Donc là, on voit vraiment clairement que, en fait, juste avant qu'il décède, juste avant qu'il se fasse assassiner, Notorious Big avait fait des démarches pour quitter, du coup, c'est marqué là le label Bad Boy Records. Et il faut s'imaginer qu'à cette époque-là, Bad Boy Records, c'est Notorious Big Records. Vraiment, il y a pas d'autres artistes qui sont là qui font vivre le label. C'est un peu comme l'association de... C'est un peu comme ton association... Merde, putain, j'ai oublié le nom, excuse-moi. Tekeo, pardon, où du coup l'État vous fait vivre, là, Notorious Big, clairement, il fait vivre Bad Boy Records, et du coup, il veut partir. Et là, mon ref, t'as vu ce qui s'est passé avec Tupac? Il voulait partir, et il voulait te clasher. On ne part pas de Bad Boy Records. C'est clairement dans le nom de mon label, mon ref. Bad Boy Records. C'est pas Good Boy Records. Donc, le pauvre, il s'est fait du coup assassiner. Et là, encore une fois, les proches, les avocats, les bodyguards de Notorious Big, tous ceux qui étaient proches des vraies discussions et des vraies envies d'indépendance de Notorious Big, ils ont clairement capté le truc et ils ont clairement su, sans pouvoir le dire vraiment, parce que tout a été un petit peu étouffé, que Notorious Big, malheureusement, il nous a quittés parce qu'il voulait sûrement quitter le Bad Boy Records. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Dinguerie, parce que voilà, ton meilleur ami décède dans des conditions tragiques d'assassinat. Et toi, tu fais une vidéo et une musique avec sa femme. Même pas un an après. Merci pour le follow. Merci, Pikachu. Merci beaucoup. Jimmy, en sachant tout ça, fais attention à Clem la prochaine fois que tu prends. Donc là, cette musique, on la connaît tous. Cette musique, elle est incroyable. Bon, c'est une reprise, mais elle est incroyable. Et c'est ce petit enfoiré, regardez son regard. Maintenant qu'on sait tout ça, quand je le vois, il me dégoûte. Et là, c'est sa femme, donc Faith Evans,
Après, la musique est incroyable, hein. Mais il sait pas rapper, le frérot. Merci beaucoup, moi pas toi, merci beaucoup. Je suis au taf. Ben bon, travaillez bien. Merci, merci. Voilà, donc on va pas l'écouter plus longtemps. I'll be watching you. Voilà, c'est ça. C'est cette musique avec Faith Evans, donc la femme, l'ex-femme, la veuve de Notorious Big. Ce gadjo là, il est allongé sur elle, sur la pochette de l'album. Il est en train de faire une musique post-mortem pour ce gars là, pour son frérot apparemment, pour son gars sûr, à qui il a sûrement fait passer l'arme à gauche, tu vois, à qui il a commandité, ou du moins qu'il ait participé à cet assassinat de Notorious Big, pour les raisons qu'on connaît, parce que voilà, il fallait pas qu'il parte, il fallait que les droits d'édition, ils restent à jamais dans le label Bad Boy Records, parce qu'un droit d'édition, c'est la propriété intellectuelle, sur toutes les œuvres qui ont été faites à partir du moment où l'artiste était dans le label jusqu'à la fin. Donc en fait, toutes les musiques de Notorious Big, elles rapportent de l'argent à Puff Daddy, tu vois. Toutes les musiques maintenant maintenant que Notorious est décédé, le pauvre, toutes les royalties vont à Puff Daddy. Donc voilà, faut s'imaginer que c'est comme le gars vraiment, s'il perdait les droits d'édition, il y a moyen que le gars il finisse très mal financièrement. Donc, connaissant ce qu'il a fait maintenant, connaissant la personne vicieuse que Puff Daddy était, on a moins de mal à s'imaginer que du coup c'était vraiment le commanditaire de cet assassinat. Coucou Hollande, coucou Ruru, merci beaucoup. Je parlais de ce podcast à Chéri, le rap ça lui parle. Et bien voilà, vous êtes là avec moi, on est parti pour la suite de cet exposé sur ce PowerPoint sur Puff Daddy. Donc là, je vous ai passé cette musique là. Vous reconnaissez un petit peu le sample? Est-ce que vous l'avez ou pas? Est-ce que vous avez le chanteur, le sample, la reprise? J'ai même plus envie d'écouter ces sons. Mais franchement, Max, moi j'ai boycott de fou Puff Daddy. Reprise de Police, exactement. Et c'est là qu'on y arrive. Is it true that Diddy has to pay you $2,000 a day because he didn't ask permission to sample every breath you take? I know you still living your life after death. Yeah. Wow. For the rest of his life. Wow. No, that's a That's a lie. fact. No, I read that before. That's not true, is it? No, why would he lie? It's on the radio. You read it somewhere, it's It ain't true. fake news. But did he ask you for permission? Yes, he did. After the fact. Yes, he did. Yeah, it was after. We're very good friends now. Oh, okay. Now. Were you upset? No, not at all. Who's happy? No, I'm very happy. How much you said it was again? I think it's It two was a- grand a day. It was a for the rest of his life. beautiful version of that song. Aïe aïe aïe. Du coup là il vient de dire qu'il était ami avec Puff Daddy. On va juste dire que c'était pour la radio, c'est pour faire genre, hein. On va pas t'en vouloir. Mais vous avez entendu l'information la plus capitale. Là il explique qu'en fait Puff Daddy lui a pas demandé directement les droits de la musique de Police. Et du coup bon il y a eu un petit compromis. Et le gars a payé et paye encore 2K par jour pour les droits de cette chanson. Enfin, à l'époque où c'était vraiment, où ça cartonnait. Vraiment, on est sur 730 000 $ par an de droits d'une musique. Donc, imaginez-vous la portée de la musique quand elle était à son prime comme ça, là. Imaginez-vous l'argent qu'il a dû faire, Puff Daddy, sur une musique post-mortem d'un de ses meilleurs amis, à qui, voilà, il a été impliqué dans tout ça. Franchement, là, c'est là la genèse du diable, vraiment la genèse de la personne diabolique qu'il est. Et en fait, c'est là qu'il a pris une confiance exceptionnelle en lui. Et c'est à cause de ça pour moi, c'est à cause de ça qu'il a pu se permettre tout ce qu'il s'est permis. Ou en mode, il s'est dit, les gars, j'ai buté Tupac, j'ai buté Biggie, je fais un son sur Biggie. Ça marche de fou. Je suis le roi du monde. Personne ne me dit rien. Mais qui peut me toucher? Qui peut me stopper, comme dit Lafouine? Qui peut me stopper, tu vois?
Et je pense que le fait de ne jamais avoir été inquiété pour plusieurs affaires, et c'est pas la fin, c'est pas fini là. Vraiment, on n'est qu'au début des affaires, hein. C'est une dinguerie. Je pense que le mec a eu un sentiment d'impunité exceptionnel où il s'est dit en fait, je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. Je suis le diable et personne me dit rien. Le mec est vraiment diabolique, c'est fou. Ouais, l'argent donne le pouvoir malheureusement. Oui, oui et non. Parce que lui, il avait l'argent et il avait l'influence et il avait le pouvoir et il avait toutes les conditions qui créent le super vilain. Et aussi, il avait un esprit détraqué, parce que tu peux avoir de l'argent et du pouvoir et pas avoir un esprit aussi détraqué que lui, hein. Mais vraiment, le gars, en fait, il faut se dire que c'est un gars qui a subi des violences sexuelles plus jeunes, qui les a répétées sur d'autres personnes, qui a eu énormément de chance et énormément d'influence et énormément d'argent, et qui avait un esprit extrêmement tordu. Donc en fait, c'est comme si tu allais voir un pyromane et que tu lui donnais tous les lance-flammes qu'il voulait et qu'il ne serait jamais inquiété par quoi que ce soit. Il peut brûler tout ce qu'il veut. Vraiment, il a tous les moyens qu'il faut pour cartonner. Et ben, c'est ce qu'ils ont fait avec ce gars. Et donc, du coup, c'est bien de parler un petit peu de ça pour aussi enlever toute cette hype et toute cette idolation des gens qui ont de l'argent et du pouvoir et du coup qui font des choses comme ça. Et il faut vraiment pas oublier que c'est des gens, tu vois. Il a fallu claquer des doigts pour nous réduire en poussière. Franchement, il y avait moyen, hein. L'argent donne la possibilité d'acheter le silence et de modifier la réalité. Ouais, mais à des stades comme ça, c'est abusé. Parce que regardez, la suite est incroyable. Donc là, pour revenir un petit peu à l'après-buzz, donc au buzz de la mort de son ami, le gars, après ça, il fait un album, il vend 9 millions d'albums. Après ça a tellement fait un raz-de-marée dans l'histoire du rap. C'était le manager de Notorious Big, c'était vraiment un gars fou, c'est Bad Boy Records, ils ont un truc de fou, donc il fait un album, 9 millions d'albums vendus. C'est un carton. C'est vraiment une dinguerie. Le mec, il prend de l'oseille de fou. Il a une marque de vêtements. Il a un partenaire avec Ciroc Vodka, pardon, qui est vraiment hyper lucratif pour lui. Et la valorisation de Bad Boy Records passe de 10 millions à 100 millions après la mort de Big. Donc imaginez-vous que son coût financier, en tout cas, de FDP, il est magistral. Parce que le mec, il s'assure maintenant une retraite financière en ayant commandité un truc qui sera jamais inquiété de son vivant. Donc c'est vraiment une dinguerie. Le mec, c'est vraiment une merde de A à Z financièrement. Et épouse-moi Jimmy, je suis chaud de fou. Je suis chaud, yes. Qu'est-ce qui se passe après? On rentre un petit peu dans le côté sentimental et dans la vie de ce garçon controversé. Selon vous, qui serait assez fou pour vouloir sortir avec un gars comme ça? Qui serait assez fou, franchement, pour aimer un gars qui est dans autant de sauce? Jennifer Lopez. Là, ils font un clip où ils dansent le tango, j'ai envie de les défoncer. Là, une petite photo avec un bandana à la Clément, on dirait Clément. Voilà. Voilà les losers de l'extrême. J-Lo, exactement. Il est sorti avec Jennifer Lopez. En 1999, vous voyez la relation n'a pas duré très longtemps, ils sont séparés en 2001. Attention, ils sont séparés en 2001 à cause d'une affaire qui va venir juste après. Ils sont pas séparés parce que ils s'entendaient plus, hein. Ils sont restés très amis par la suite. C'est Dancing avec les stars, ça. Franchement, je sais pas, mais vraiment le décor, la diabolique avec des bougies dans le fond, il y avait tous les indices, les refs, hein. Tous les indices, ils étaient là. Vraiment, dans le fond, c'était un sacrifice, hein, derrière. On le sait pas, mais je vous le dis. Et donc, du coup, ils sont sortis ensemble. Ils ont commencé à être un petit peu le couple, un petit peu de rebelles, tu vois, vraiment des gens un petit peu hors société, mais qui ont de l'oseille. C'est un peu le renouveau, tu vois. C'est un peu le renouveau, tu vois. Le renouveau, tu vois. C'est des gens qui sont là, qui respectent pas les codes, au point qui respectent rien d'autre. Parce que juste après ça, une affaire éclate. En 2001, l'année de leur séparation, une fusillade en boîte de nuit. Et le coupable acquitté. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Cette dame-là s'est fait tirer dessus. Said since really right after the shooting that it was P. Diddy
who shot you. I was standing by the front door. I watched the entire Elle dit en live à la télé, c'est P. When I Diddy was qui m'a tiré dessus. a 18-year-old kid, Et ce gars-là, just wanting to do c'est qui? nothing other than make my mother proud and make Belize proud and C'est un gars du Belize. C'est un artiste qui était en pleine expansion, qui était chez Bad Boy Records. Il avait le malheur, en fait. On voit pas sa tête. Ah, pardon. C'est vrai. Mais bref, c'est lui qui est là. Il est là. C'est le gars là. On le connaît pas trop. Je sais même plus son nom d'artiste. C'est un gars qui a eu le malheur, en fait, d'être présent à la soirée avec Puff Daddy et Jennifer Lopez. L'histoire, c'est qu'ils rentrent en boîte. Ils sont là, tous les trois. Ils commencent à faire la fête. Ils viennent célébrer le fait que, justement, cet artiste, il commence un petit peu à percer. Il a un petit nom. C'est le début de carrière. Il a signé un contrat avec Bad Boy Records. Il vient du Belize, donc un petit endroit en Amérique du Sud, même Amérique centrale, pardon. Et il voit un petit peu la vie en grand. Il est hyper gentil et tout. Et le gars, fusillade dans la boîte de nuit. Cette femme, elle dit en live à la télé, c'est P. Diddy. Puff Daddy et Jennifer Lopez se font arrêter à la sortie. Ils vont en garde à vue. Et qu'est-ce qu'il fait, Puff Daddy? Il dénonce son poulain. Et son poulain passe 10 ans 10 ans de prison, je crois. Excusez-moi, je vais juste vérifier cette info-là. Parce que bon, oui, c'est ça. Et bref, le mec a quitté. Gillo a quitté. Bon, Gillo, elle a rien fait, hein, mais Puff Daddy, il est rentré en boîte avec une arme. Il a tiré sur une dame. Il a tiré dans la boîte. Tout le monde est sorti. Gros scandale. Il décide de balancer son pote. Son pote va en prison. Basta. Fin de l'histoire. Trop d'embrouilles. Du coup, Gillo, elle se dit quand même, bon, j'aime bien l'ambiance bad boy, j'aime bien tout ça, mais c'est chaud. Je vais quand même pas risquer ma carrière, je vais pas risquer tout ça, je vais faire semblant de me séparer de lui, mais voilà, on reste quand même en bis-bis. Et donc voilà, la personne est allée en prison à cause de Puff Daddy. Et puis voilà, on est vraiment sur un enfoiré du début à la fin. Sauf que c'est pas fini, les amis. On rentre dans une deuxième relation amoureuse. Qui est le moment où c'est le plus un enculé avec une meuf. C'est un raz-de-marée dans l'hip-hop, dans le moment du R&B en France. Cassie. Cassie, elle est là, elle arrive, elle est très jeune. Très très jeune, elle est même mineure quand elle arrive dans le label. Elle se fait recruter. Parce que cette musique, elle sort avant qu'en fait Puff Daddy la prend dans Bad Boy Records. Et ensuite, il décide de la prendre avec lui dans son label et d'intégrer sa musique du coup au label, donc de récupérer les droits bien sûr. Mais donc en 2006, la petite n'est pas majeure et il commençait déjà à avoir des vues sur elle. Et en plus, elle est produite par Ryan Leslie, comme c'est marqué, son copain à l'époque, que lui avait 19 ans, tu vois. Donc bon, déjà, elle arrive avec son copain. Il a fait, il a fait pire que ça. Et du coup, là, on a vraiment... Maintenant qu'on a les tenants et les aboutissants de l'histoire, la vidéo est creepy de fou. Puff Daddy, qui parle de Cassie, c'est son mec qui est juste à côté. Et là, il est en train de la saucer en mode, ouais, c'est trop une folle et tout, elle fait des musiques de dingue et tout. Bref, il est en train de la saucer de fou. Et maintenant que je revois cette vidéo, ça me glace le sang, tu vois. C'est vraiment le pire FDP de l'histoire du monde. Regardez sa tête de vicieux. Là, il est en train de convaincre tout le monde. Mais frérot, on sait que t'as pas besoin de convaincre les gens, ils vont la prendre parce qu'ils ont tous peur de toi. Et bref. Du coup, il intègre Cassie à son label. Comme vous pouvez l'imaginer, Cassie quitte très rapidement son copain. Lui, il insiste de fou. Il y a vraiment des histoires de stalking. Il y a vraiment où il la suit, où il veut la ramener constamment en voiture. Bref. Jour de l'an, elle a 18 ans, il embrasse quasi de force, en surprise en tout cas. Vraiment des dingueries. Elle,
Il faut s'imaginer, t'es jeune, tu viens à peine d'être majeur, tu rencontres l'une des personnes les plus influentes dans ton domaine, dans ton métier, dans ta passion, et elle te kiffe. Enfin, vraiment, il est amoureux de toi. Et là, tout ce qu'il a, tu l'envies, tu vois. Tu convoites vraiment tout ce qu'il a. Il a de la réussite artistique, financière, sociale, parce qu'il est bon, on le voit toujours entouré de plein d'amis et tout. Et là, comment, à la place de Cassie, tu tombes pas dans le piège du psychopathe, quoi. Parce que le mec, vraiment, c'est un acharnement. Il la suit tout le temps, vraiment, il lui fait plein de compliments. Des fois, il lui fait du chantage en mode ah ouais, tu veux pas partager la même chambre d'hôtel avec moi parce qu'on va faire ce concert? Eh ben écoute, la prochaine fois, ton disque, je le mettrai pas en avant, je te ferai pas faire ci, ça, cette radio, ce concert. Donc là, on rentre vraiment dans une manipulation exceptionnelle et donc ben, forcément, ce qui devait arriver arriva. Cassie se met en couple avec lui. Mais il faut savoir qu'avant, Puff Daddy, il a quand même eu des enfants. Parce qu'à cette époque-là, là, quand elle a 18 ans, lui, il est tard l'époque de vieux. Hein. Il a 30, plus de 35, 36, 37, 38 ans. Hein. C'est, la différence d'âge est insane. Hein. Enfin, insane, ça arrive. Hein. Mais là, pour le coup, en plus, en plus d'avoir une différence d'âge, donc tu as la facilité de manipulation avec l'âge, en maturité. Là, il a une double facilité, c'est que c'est aussi son patron et la personne qui peut faire d'elle ce qu'elle a toujours rêvé d'être, tu vois. Donc pour le coup, du début à la fin, c'est creepy. Juste avant ça, il avait une femme, on va en parler très rapidement, c'est la mère de ses enfants. Elle avait aussi un enfant qu'il a adopté. Cette femme-là est décédée d'une pneumonie à 46 ans. Aucun problème de santé, rien du tout. Pneumonie à 46 ans. Donc voilà, il y a aussi des rumeurs sur le mariage précédent où pour le coup, on a aussi des soupçons d'homicide de son ex-femme. Voilà. Et là, vraiment, cette vidéo, elle est très connue, mais elle symbolise exactement l'état psychologique de cette personne et l'état mental. Et je ne sais pas comment les gens de son entourage, ils se sont pas dit, ce mec, c'est un détraqué. Regardez comment il réagit à une bonne nouvelle. Genre là, il réussit à avoir une émission sur MTV, passer un son. I love you, man. Bye. I got my MTV out. Savage! I'm a savage! Oh! I'm a savage! Whatever I want, I'm going to get! Whatever I want, I have to get! Yes! What's next? What's next? I gotta get it. I'm not gonna stay fucking down. I'm not gonna stay fucking lying down. I'm not. I can't do it, man. I can't do that. What's next? Give me something else. What can't you do? I can do it. I can do anything. You think I could book that for like Ok, voilà. Moi, personnellement, là, on m'appelle. Oui, oui, allô Jimmy. Oui, alors du coup, vous avez un bon de réduction à Burger King de 27 €. Voilà, donc vous pouvez avoir un menu gratuit la prochaine fois que vous venez. Yes! Voilà, ça c'est le pire de ma réaction de bonheur pour la meilleure nouvelle qui peut m'arriver dans ma vie. Voilà. Donc vraiment là, on a vraiment l'image d'un gars qui est incontrôlable, l'image d'un gars qui est malade mental, et l'image d'un gars qui vraiment a aucun mal à le montrer à tout le monde, parce que tout ça c'est public, tu vois. Et vraiment, il n'y a personne qui s'est dit, ou peut-être il y en a tellement qui se sont dit, et c'est là qu'on comprend vraiment la fin de l'histoire, où en fait, il y avait vraiment une omerta, donc un silence imposé de tout le monde, et on va vite comprendre pourquoi, mais le mec, il doit prendre des substances. Ben exactement, Scolito, il doit vraiment être dans un état. Et donc, on arrive, voilà, avec tout ça, tout ce qu'on connaît sur la personne, à ce qui va enfin déclencher les premiers soupçons, les premières accusations, les vraies accusations. C'est à partir du moment où vraiment il commence sa relation et du coup son emprise, donc sa manipulation, j'ai fait un petit titre là, entre manipulation et amour inégal,
dans une relation étriquée par l'argent, le pouvoir et la différence d'âge. Emprise. On a ce gars qui manipule et qui vraiment a fait de la vie de Cassie un enfer, alors qu'à la base, c'était censé être la vie de rêve. Salut à toi, Hôtel de luxe, oseille, jet privé, sac de luxe. C'est pour une raison très simple. Savais-tu que la ville de Paris a été renommée Paris car Napoléon était fan de paris sportifs? Alors pose-toi les bonnes questions. Je suis pas sûr là. Est-ce que tu préfères continuer à faire pitié et continuer à faire pitié et continuer à jouer au loto ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi? Commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi et peut-être avoir l'opportunité d'acquérir un bon appart comme Napoléon. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors soit tu me suis, soit tu continues à manger des pâtes avec du riz. Bisous. Soit tu continues à manger des pâtes avec du riz. Vraiment. Le mec, c'est le niveau... Alors, il est hyper drôle, hein, mais vraiment, tu manges des pâtes. Alors, au moins, il mange pas des pâtes au ketchup. Pour les détraquer dans le chat, au moins, il mange pas des pâtes au ketchup. Des pâtes avec du riz. Donc, ouais, bon, ça, c'est pour dire... Si vous voulez dire des pâtes au ketchup, c'est clair, ouais. Ça, c'est pour dire que, voilà, les amis, quoi qu'il arrive dans votre vie, ne vous laissez pas avoir par, justement, les hôtels de luxe, genre le F1... tous les hôtels Ibis, tout ça, l'oseille, les Sakis Pack et tout, c'est que du fake, les amis. Si on vous achète, ne rêvez pas de cette vie-là. Les gens vraiment qui veulent vous acheter, ils n'ont pas des bonnes intentions. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça un petit peu. Ne vous laissez pas avoir. Du coup, là, on rentre vraiment sur des exemples de manipulation et dans la vie un petit peu de Cassie. Voilà, je voulais un petit peu venir sur cette personne parce qu'elle me touche beaucoup. J'ai pas voulu montrer des images où vraiment elle est... des vidéos, pardon, où elle se fait, parce qu'il y a des vidéos où vraiment c'est abusé. Il y a vraiment des dingueries physiques et tout, et je veux pas le montrer. Mais là, il y a un exemple pour moi. Ce gars, il va parler d'un truc qui s'est passé en boîte de nuit avec Cassie, sa femme et Puff Daddy. Et là, il va. Et pour moi, ça décrit vraiment la personne qui est Puff Daddy, tu vois. He saw this white woman. It was bottles on bottles on bottles around her. It was lit. Puff jumped out. Me and Cassie sitting next to each other. My wife right here, Cassie right here. The nigga jumped off the bar, came on and said, yo, Cassie, tomorrow, I want you to shave the side of your head. And I was like, what the fuck kind of request is that? Donc là, vraiment, pour moi, on a là un comportement de détraqué, un comportement de pervers narcissique, un comportement de gars vraiment qui veut contrôler ta vie. En fait, ce qu'il raconte, c'est qu'ils étaient en boîte et ils ont vu une femme et elle avait du coup la coupe rasée sur le côté. Et le mec, il était défoncé en boîte. Il est venu, il a bloqué Cassie devant tout le monde et il lui a dit « Je veux que demain tu fasses cette coupe ». Déjà, vraiment, quand t'as cette mentalité-là d'imposer des trucs que tu kiffes sur des personnes qui ont peut-être pas envie de l'avoir et que les personnes le font et que du coup tu te sens tout puissant, ça pour moi c'est une dinguerie. Pour moi ça reflète pas mal l'ambiance dans laquelle ils étaient. Vraiment c'était un enfer pour Cassie. Humainement dans sa vie, non, il a rien fait de bien. Vraiment Max, il a rien fait de bien. On va voir là par la suite du coup un petit peu tout ce qui est reproché à ce garçon. Plainte contre Didi donc. Les accusations donc, de comportement abusif criminel donc, pendant plus de 10 ans avec Cassie. Il y a vraiment des vidéos et des photos qui tournent, mais bon, c'est horrible. Violence psychologique, violence physique, exploitation sexuelle, violence, le V-words, violence financière et intimidation, parce qu'à chaque fois, quand tu commences à mettre des pressions sur l'argent, parce que forcément, c'est son... Comment on dit ? C'est son producteur, c'est vraiment la personne qui tient ses finances, qui tient sa vie, qui tient sa carrière. Il tient tout. Il a ses maisons, elles sont à son nom. Ses voitures, elles sont à son nom. Il lui achète tout. Vraiment, quand tu es habitué à avoir un rythme de vie comme ça et que la personne te dit « Tu me quittes ?» T'as plus rien. C'est tellement dur pour une femme de partir. Dans tous les cas, c'est dur pour une femme. Alors imaginez-vous, quand il y a autant de dépendance financière et affective là-dessus. Donc voilà. Et entre autres, quand du coup Cassie a réussi enfin à se séparer,
Il y a eu des violences même contre d'autres personnes et une histoire dingue de fou, vraiment. Vous allez voir, c'est vraiment une dinguerie ce qui s'est passé et personne n'a rien dit, personne n'a rien capté. Vraiment, on est là sur. The filing then says shortly after Diddy's threat, Kid Cudi's car actually blew up, and Kid Cudi confirmed it. Kid Cudi confirmed it? That the car blew up. That really happens in real life? He'll be blowing up cars? I mean, Kid I've Cudi seen it didn't happen say in Diddy movies. did it. He just said it blew up. Yeah, he so. said the car blew up in his driveway. Dinguerie là ce qu'ils viennent de dire. Donc en fait, ce podcast, je l'aime beaucoup. En plus, aux États-Unis, il parle pas mal de rap et tout. Et là, donc, il raconte que la personne a fait. Donc, P. Diddy. Cassie et Kid Cudi commençaient à avoir un petit truc entre eux. Et Puff Daddy, ils étaient plus ensemble. Hein. Il a vu un jour des petits indices et tout. Il a eu des informations par d'autres personnes. Et il a décidé, de faire exploser la voiture de Kid Cudi. Tout simplement. Il a placé des explosifs dans la voiture de Kid Cudi, dans sa rue. Et il a fait exploser la voiture de Kid Cudi par jalousie. Ah ouais, mais vous voyez même pas en fait. Par jalousie, il fait... T'imagines, la dinguerie? C'est un truc de fou. Parce que pour le coup, comment tu peux, après ça, te dire, en fait, le mec, il est juste normal, vous inquiétez pas. Hein. Le mec, il fait exploser des voitures par jalousie, mais il n'y a rien. Et du coup, le mec a jamais été inquiété. Et enfin, après toutes ces accusations de Cassie, parce qu'elle a enfin osé porter plainte, normal, on touche pas à ma meuf, mais ils sont plus ensemble, Hollande. Hein. Vraiment, il n'y a plus rien. Et elle a quitté depuis bien longtemps. Ils sont séparés et tout. Et il fait ça. C'est dinguerie. Et en plus, juste après ça, du coup, elle porte plainte enfin pour tout ça. Et c'est là vraiment que les investigations vont commencer. Et c'est là qu'on va voir, après tout ce qu'il a fait, le côté machiavélique de cette personne. Donc là, petit SWAT. Okay, let's go counterclockwise to what we just did. Là, il devait avoir chaud, le frérot. Et bien fait pour lui. Hein. Là, vraiment, il était pas bien. Donc là, on voit un petit peu toutes les plaintes qu'il a eues, toutes les dingueries qu'il a eues. Et c'est fou qu'il ait rien trouvé à cette époque-là. En fait, c'est là que ça devient intéressant, c'est que elle a enfin réussi à porter plainte. Imaginez-vous le courage que Cassie a eu à porter plainte contre ce gars. Imaginez-vous comment ça a dû être dur après de se dire vas-y, j'abandonne tout. Mais c'est grâce un petit peu au MeToo et à toute cet élan-là d'accusation et enfin de libération de la parole féminine où elle s'est dit c'est le moment. Là, si je le fais pas maintenant, c'est finito. Du coup, elle le fait. Parce qu'elle avait déjà essayé de parler, sa plainte avait jamais trop été prise en compte parce que bon, c'est Puff Daddy et tout. Et enfin, elle le fait suffisamment longtemps pour que le grand public s'en inquiète. Et là, le changement d'opinion publique, il est radical. Puff Daddy, il essaye de l'acheter. Et bon, il trouve un accord financier pour pas qu'elle aille plus loin. Mais du coup, elle accepte. Mais bon, c'était trop tard. La plainte était lancée. Et là, il commence à avoir chaud. Donc là, vraiment, il commence à enquêter dans ses maisons. Il commence à voir un petit peu ce qui se passe. Et c'est là qu'il tombe sur des dingueries. En fait, je pense Hollande qu'il avait vu pendant un moment, enfin qu'il avait vu depuis un moment, mais il faisait justement les enquêtes pour être sûr de ce qu'ils avaient trouvé, tu vois. Il voulait pas trop se lancer
envoyer des accusations un peu comme ça et le condamner. Parce qu'aux États-Unis, ce qui est dur à faire, c'est que pour avoir la peine maximale, il faut cumuler le maximum d'infractions. Donc en fait, ils vont prendre plein de petites infractions plus ou moins grosses, ils vont les cumuler et là, ils vont faire un jugement exceptionnel où du coup, tout va lui tomber dessus. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, ils arrivent à avoir des peines de prison de 120 ans, 300 ans. Parce qu'en fait, ils cumulent plein de délits qu'ils additionnent, alors qu'en France, c'est pas le cas. Et là, du coup, tu peux avoir des peines interminables. Donc le SWAT, voilà. Qu'ont-ils découvert? Le titre incroyable. Qu'ont-ils découvert? Je vous le donne en 1000 litres de bouteilles comme ça de lotion pour bébé. Déjà, il y a ça dans la maison. Il y a ça dans la maison. Qu'est-ce que c'est, frérot? Vraiment, qu'est-ce que c'est? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ils arrivent là et en fait, c'est vraiment Bresson. C'est sombre de fou. Pourquoi il avait ça? Parce que du coup, dans les freak-off parties, donc ces soirées, qu'est-ce que c'est? P. Diddy était très connu dans le monde du divertissement américain et dans le showbiz et dans tout ce qui est soirée. Et il faisait les meilleures soirées apparemment, des États-Unis, les soirées blanches et tout, vraiment des dingueries, socialement et tout, pour rencontrer des personnes influentes dans ton métier, pour du coup te montrer un petit peu et faire monter ta carrière. Et après ça, on avait le droit au freak-off apparemment, où c'était justement des soirées de malades, où tout partait vraiment au yux. Vraiment, il n'y avait plus aucune limite. Et en l'occurrence, tout était filmé, et ça les gens ne le savaient pas. Tous les gens étaient drogués à leur insu, ou volontairement pour certains, mais tout le monde était drogué. Et comment ils étaient drogués? En partie à cause de l'huile pour bébé. Parce que l'huile pour bébé, elle permet de faire passer des drogues comme des drogues un petit peu, comme on dit, qui endorment et qui rendent dociles par la peau. Donc en fait, tu mettais la drogue dans ta lotion pour bébé, tu faisais un massage avec, tu pouvais droguer la personne. Avec une quantité, ouais, genre le GHB, avec une quantité plus élevée, tu peux faire une pneumonie à la personne. Enfin, en ingérant. En ingérant la lotion pour bébé, tu peux faire une pneumonie. Et en fait, ça pénètre rapidement dans la peau. Donc du coup, ça permet une absorption beaucoup plus rapide. Et du coup, tu n'as même pas besoin, comme dans les boîtes de nuit où les détraqués, ils en mettent dans les verres et tout. Là, tu dis, vas-y, bah t'inquiète, j'ai une fille là qui veut te faire un massage. Vas-y, lotion pour bébé, je te fais un massage. Et donc là, en fait, l'huile de massage, elle te droguait de fou. Donc vraiment, parce que moi je me disais, mais ça va, s'ils étaient drogués, ils l'ont au moins capté un moment. Mais en fait, ils s'en servaient pour lubrifiant. Mais moi aussi je pensais ça. Mais en fait, ils devaient peut-être aussi s'en servir comme ça. Hein. Mais c'est la façon la plus tordue de le faire et la façon la moins perceptible. Donc du coup, voilà pourquoi il y avait 1000 litres de lotion pour bébé, parce que ça permettait l'absorption et ça rendait du coup indétectable le fait que tu aies pris ces drogues. Donc tout le monde était stone, tout était filmé. Et donc on revient un petit peu en arrière dans toutes ces histoires. Ces freak-offs sont pas commencés à la fin. Il en faisait déjà quand il y avait Notorious et tout. Et du coup, pourquoi les gens ne parlaient pas? Tous les gens là du showbiz qui étaient un peu dedans et tout, pourquoi ils disaient rien? Pourquoi personne n'a vraiment, mis à part certaines personnes qui ont essayé de lever le voile là-dessus et des personnes qui, pour moi, sont très admirables. Franchement, c'est juste parce qu'ils avaient des vidéos de certaines personnes. D'où les noms qui ressortent le plus dans ces freak-offs. Attention, là, on est au conditionnel. Il n'y a rien qui a été établi. Mais voilà, je dis un petit peu les noms qui sont les plus impliqués. Malheureusement, pour beaucoup, on a Leonardo DiCaprio. C'est l'un des gars les plus mentionnés dans les freak-offs. Pas dans les soirées blanches. Hein, parce que les soirées blanches, tu pouvais y aller et partir après, avant les freak-offs et pas être impliqué là-dedans. Mais du coup, on a DiCaprio. On a Jay-Z, Beyoncé surtout. Beyoncé et Jay-Z, apparemment, c'était vraiment les deux personnes qui étaient hyper présentes. Du coup, Jay-Z, là, récemment, il a eu une petite sauce qui le suit aussi. On a Ashton Kutcher, un acteur américain qui, lui, aussi est dans pas mal de dingueries. Paris Hilton, Usher, Megan Fox, J-Lo, donc son ex-conjointe avec qui il est resté très proche, Mariah Carey et plein d'autres. Voilà, donc pour le coup,
c'est assez sombre. Les gens quittaient leur verre des yeux. Oui. Et il y a même Sculp, des trucs comme ça, où maintenant, je le connais, le Ashton, choqué. Ouais, Ashton Kutcher. Il y a même une histoire avec une de ses maîtresses qui aurait eu aussi une pneumonie comme par hasard. Et lui aurait été vu autour de la maison avant le décès de la personne. Et il n'a jamais été inquiété aussi. Vraiment, il y a vraiment des histoires de fous. J'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de ce gars-là. Et je suis tombé sur les bas-fonds de YouTube, de Internet et tout. Et vraiment, tu te rends compte que ce monde, il est tellement pourri de l'intérieur que vraiment, il faut vraiment que ça cesse de fou parce que les dingueries qui se passaient, c'était abusé. Et voilà, donc plein de monde mêlé à cette histoire. Plein de monde qui ont aussi essayé de le faire savoir, comme toutes ces personnes-là. Michael Jackson, avant sa mort. Bon, je pense pas qu'il soit mort à cause de ça, mais je sais pas. A essayé un petit peu de nous prévenir, surtout sur Clive Davis, sur justement le gars à l'origine de l'histoire de Puff Daddy. Comme quoi, c'était vraiment une personne très mauvaise. Kanye West aussi a essayé de nous prévenir. Justin Bieber, il y a eu des vidéos très dérangeantes où mineur, il est allé chez justement Puff Daddy faire des soirées où il a été drogué, où il a été abusé et tout. Vraiment, les vidéos sont choquantes. Eminem, qui a fait des sons sur Puff Daddy. Et enfin, Bob l'éponge. Pardon, 50 Cent, qui du coup prépare, je pense pour cette année, un documentaire sur Puff Daddy, justement, sur tout ce qu'il a pu récolter, toutes les informations qu'il a eues, parce que il y a des gens qui comme la personne, la Kate Williams, qui est juste à côté. Je savais que certains juges, je le connais personnellement, m'ont raconté leurs histoires vécues en France. Ah oui, ouais, il y a beaucoup de ça. Mais du coup, pardon, c'est ce que j'allais dire. Ils ont installé pour les boîtes de nuit des protections en plastique au-dessus des verres où il y a juste la paille qui sort, et aussi des pailles qui détectent un petit peu s'il y a de la drogue, et du coup, elles changent de couleur. Donc apparemment... Bon, MJ, c'était pas le plus légitime pour prévenir sur tout ça. Après, je pense que Michael Jackson, sur ses accusations, il y a beaucoup de faux. Et je pense que vraiment, l'accusation de P, elle est fausse de fou. Et 50 Cent, c'est exactement au Hollande. Il est vraiment sur les côtes de Puff Daddy depuis des années. Il y a des interviews, elles sont hilarantes. Les tweets de 50 Cent sur Puff Daddy, c'est hilarant. C'est vraiment un gars qui est hyper drôle. Et du coup, il a essayé de prévenir plein de fois. Et pour moi... J'ai vu une vidéo en 2023 ou début 2024 de justement Kate Williams, donc la personne qui est ici là. C'est un humoriste américain que j'adore, il a fait des films de fou. Et du jour au lendemain, vraiment, il a disparu de l'industrie, sauf de l'humour sur scène. Mais des films et tout, il a vraiment... Bob l'éponge, il a vraiment disparu. Pour une interview que je vais vous passer, elle est lunaire. Vraiment, le mec qui sort des infos comme ça avant que tout le monde soit au courant de quoi que ce soit. Et là, on a... All of these big dick deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. TG Jakes, any of them. All lies will be exposed. That's all. And anyone who takes that the wrong way, know why they take it the wrong way. The truth is the light. I need to have another one of these. Amen, amen. Shit. Ce mec est hilarant. Il est hyper drôle. Right. After that, I don't really kind of know where to go. Let me one more time. Ils sont choqués de l'info. Là, vraiment, il faut s'imaginer là que le gars qui fait le podcast, là, il est choqué de ce qu'il vient d'entendre, là. Parce que le mec, Kate Williams, il sort un blaze normal, alors que justement... Personne osait en parler vraiment en ayant vraiment des noms précis, tu vois, et encore moins à la télé. C'était quand l'interview? C'était bien avant, hein, je sais plus c'était quand. Faut que je retrouve la date, mais je crois que c'était en 2023, même avant les accusations, même avant la plainte de Cassie. Hein. Vraiment, le mec, moi c'est la première fois que j'entendais parler de cette histoire-là, et vraiment il sort des dingueries. Kate Williams, c'est vraiment un truc de fou. Mais j'arrive, je tombe sur une pub pour du laxatif. Les histoires autour de MJ, je sais pas si c'est mentalité française ou US. Oui, après, il y a eu beaucoup de démentis par rapport à l'argent, qui voulaient soutirer de l'argent et tout. Donc, en vrai, franchement, tu laisses déjà ton enfant aller dans une maison avec un adulte. Déjà, frérot, pourquoi tu fais ça?
Et après, il y avait des parents qui disaient ouais, mais c'est bon, c'est Michael Jackson. Dis qu'il t'a fait ci, ça, comme ça, on gagne de l'argent. Franchement, ça m'étonne pas. Ça m'étonne vraiment pas. C'est tellement facile. Et les Américains, ils portent plainte pour tout et n'importe quoi. Les mecs, ils vont tomber dans un supermarché parce que c'est mouillé. Ils vont se faire mal, ils vont porter plainte. C'est vraiment abusé. Et pour le coup, j'avais eu une histoire comme ça à l'hôtel où je bossais, où une cliente américaine avait glissé dans l'hôtel parce que, je sais pas, elle a été tombée des marches, mais les marches étaient légales, tu vois, il n'y avait rien à dire. Et elle a voulu porter plainte. Elle m'a envoyé un mail en me disant « Maintenant, je vais porter plainte, vous allez voir, je suis tombé dans votre hôtel, j'ai eu du mal à m'asseoir pendant 3-4 jours. » Et enfin, t'as pas poussé, tu vois. Donc, franchement, c'est particulier, ouais. Donc, bref, cette interview-là, elle arrive comme ça. Et je vous conseille vraiment de la regarder si c'est des histoires qui vous intéressent. Le mec parle de tout. Il est vraiment ouvert sur tout ce qu'il dit. Il raconte que il a été kicked out de l'industrie parce que justement, il avait tellement d'informations sur tous ces gens-là qui faisaient des dingueries et les gens le savaient. Et du coup, il a été un petit peu évincé des films parce qu'il avait une hype à un moment, c'était exceptionnel. Hein. Et voilà, donc il a un petit peu expliqué tout ça. Et là, il dit que tous ces gros pervers vont prendre cher en 2024. Franchement, c'est fou. Cette interview, elle est folle. Et ce mec, il a vraiment assuré. Et il y en a d'autres. Il y a aussi Eminem qui a clashé Puff Daddy avec une phrase cousu main. Bon, c'est en anglais, je vous l'explique après. Cause like where my homies out west stay, we can just say I'm like an R-A-P-E-R, got so many essays. Wait, he didn't just spell the word rapper and leave out a P, did he? Yep, R.P. rest in peace, Biggie and Pac, both of y'all should be living. Yep, the day you put out a hit. Exceptionnel, hein. Exceptionnel, regardez-moi ça. Donc je suis comme un rappeur. Donc là, il épelle différemment avec un P en plus. Mais rapper aussi, c'est violeur. Et donc rappeur, tu vois. Et donc après, il dit t'as pas juste mal épelé le mot rappeur et t'as oublié un P ou pas? P. Diddy. P. Diddy. Genre, est-ce qu'il a oublié un P ou rajouté un P? Dinguerie. La balle, elle est incroyable. Eminem, c'est le boss. Et après, il rajoute Rest in Peace, Biggie, and Tupac. Tous les deux, vous devriez être en vie. Donc vraiment, ce clash-là, il est exceptionnel. Et quand Eminem te clash, attention, c'est le feu. Là, tu sais que c'est la merde. Attends, vous avez vu un peu la CGI de fou. Vraiment, là, le PowerPoint, il est à son climax, là. Donc, voilà, ils ont essayé de nous prévenir un petit peu. Il y a Kanye West aussi qui a sorti pas mal de petites phrases comme ça, par-ci, par-là. Il y a Justin Bieber qui a fait une chanson où il parle un petit peu des soirées de Puff Daddy. Donc, le double sens, il est énorme. Vraiment, il y a rappeur, rapper, P. Diddy. Franchement, mais vraiment, il a trouvé une punchline exceptionnelle. Exceptionnelle. Et je comprends pas pourquoi on n'a pas vraiment... Et après, qu'il rajoute Biggie et Tupac, vous devriez être en vie à ce moment-là. C'est fou. C'est fou. Franchement, il a terminé. Ça, c'est pas Sylvain qui clash Pierre, là. Là, on est loin de Villebrequin, là, les gars. Là, on est sur un lyriciste de banlieue, quoi. Là, c'est pas... oh, et le chèque. Le multiple, là. Parce que Pierre vous dit que c'est un doigt d'honneur. Mais le doigt d'honneur, il est quand même à 183 000 €. Parce que oui, j'ai fait intervenir un expert. Et cet expert dit quoi? Je suis atomisé. C'est un gros doigt d'honneur. Donc oui, les gars, venez avec des preuves. Voilà, j'ai fait une petite... J'ai fait une petite imitation de Pierre et Sylvain. Bref, voilà, quand Eminem te clash, c'est la fin, mon ref. N'essaye pas d'aller plus loin, Puff Daddy, tu es mort. Donc c'est quoi la suite, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Sean Diddy Combs est actuellement incarcéré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn en attendant son procès. Sachez qu'il mange plus, il fait une grève de la faim, il a peur de se faire empoisonner. Donc il est vraiment en mode paranoïa de fou parce qu'il sait énormément de choses sur énormément de personnes, dont peut-être le futur président des États-Unis. Il fait face à des accusations graves,
notamment de trafic sexuel, de complot, de racket et de transport pour inciter à la prostitution. Si reconnu coupable, il risque la réclusion à perpétuité. Les procureurs soutiennent qu'il représente un danger pour la communauté, citant des tentatives d'entraver la justice, y compris en contactant des témoins potentiels depuis sa cellule. Donc vraiment, le plus gros cher que tu peux prendre dans ta vie, mon ref. Vraiment, je suis content que le karma, il ait enfin chopé quelqu'un. Et de la plus belle des manières. Voilà, maintenant, fini en tôle de fou. Le coup de grâce va venir. Parce que mon ref, 50 Cent, il va te détruire. Et le titre du documentaire Netflix, je crois, c'est Did He Do It? Non, Did He Did It? Did He Did It? Did He Did It? Je sais pas comment on va le traduire en français, mais le coup de grâce, il va tomber et j'espère... j'espère que ça sera vraiment proche de chez moi. Parce que la ville du parfum, je vous dis, c'est vraiment sous-coté de fou. Je vous conseille à tous de visiter le coup de grâce. Vraiment, pour le coup, c'est une dinguerie ce qui va se passer. Là, Puff Daddy, il va finir si le coup de grâce, Seigneur Dieu. T'as même pas capté ma blague. Donc, je vous conseille à tous de visiter le coup de grâce. C'est une dinguerie. Il y a une super vue en haut du coup. Did it. C'est fou, hein. Did it. Même le titre, il est angoissant. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit reportage. Il n'a pas lancé qu'une tête nucléaire, il en a lancé 132 000, je crois. Ouais, c'est vrai qu'il a atomisé de fou. Est-ce que ça vous a plu? Le titre est plus classe en VO, ouais. Merci. C'était le premier. J'ai essayé un petit peu de faire concis, de pas aller trop loin. Il y a énormément d'informations. Si vraiment... et c'est là qu'on voit que ça me dégoûte, mais j'ai appris plein de choses. Franchement, moi, ça m'a dégoûté et j'ai vraiment voulu vous le partager pour vous dégoûter aussi. C'est passionnant, tu gères, BG. Merci beaucoup, Ruru. Et du coup, voilà, je suis vraiment stylé ce format. Ça vous... Ok, bah écoutez, si ça vous plaît, ça prend un petit peu de temps à mettre en place. Bravo, Jimmy, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Laura. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus sur des personnes, mais un petit peu plus good vibe, parce que là, on a pris des choses qui étaient très déprimantes. Je pense que vous allez mal dormir ce soir. Mais voilà, on va essayer un petit peu de prendre des sujets qui sont un petit peu plus chill. Et si vous avez des personnes très bien faites, très intéressantes, en ligne avec l'ADN de votre chaîne, donc parfait. Merci beaucoup, c'est trop mignon. J'ai appris des choses. Et bien, c'était le but. Large la moyenne pour l'expo. Yes! On peut t'appeler Jimmy la patate en ref à un YouTuber qui raconte des histoires sur les musiciens. En vrai, c'est ce que j'allais dire, Laura. Je suis impressionné maintenant des vidéos de Seb Lafrite ou de Seb. Bon, je savais que c'était un travail de fou, hein. Mais vraiment, quand il fait une vidéo de 2 heures sur un artiste, vraiment, il termine... Je sais pas comment il fait pour récolter autant d'informations. Bon, il doit y avoir des gens qui l'aident à écrire, hein. Mais c'est insane le travail qu'il fournit. Franchement, c'est insane. Je savais rien de tout ça, c'est une dinguerie. Franchement, c'est fou, hein. 20 sur 10, merci beaucoup. Franchement, ce format est top. Olin Démon, on adore. Franchement, ça fait trop plaisir. Premier degré, je suis trop content. Je m'étais mis une pression avec ce truc où je me suis dit, ça va être une catastrophe, personne va kiffer et tout. Je te mettrais un 13, limite 14. Wow! Mais incroyable! Franchement, en faisant d'autres, c'est cool. Tu vas t'améliorer en faisant pour manipuler Pépé et le stream au passage aussi, entre la caméra et tout. Il y a besoin que je m'améliore. En tout cas, vraiment, Scolito, j'ai vraiment besoin de ça, ouais.